Voilà, donc pour commencer, je voudrais tout simplement donc formuler quelques remerciements. Donc d'abord, merci à l'Université de Bretagne Sud et à l'Institut de Management donc, de nous accueillir dans ces beaux locaux. Merci à vous d'être présents avec ce beau soleil dehors. Merci à nos intervenants pour leur générosité et leur disponibilité ce soir. Un grand merci également au Club Entreprise, un merci, double merci, d'abord pour leur soutien matériel et puis pour leur soutien à travers les conseils prodigués à nos étudiants. Je peux vous dire qu'on a expérimenté donc les nouveaux rapports au travail à travers la confiance et les échanges donc entre le Club Entreprise et le Master 2 Gestion des ressources humaines. Et puis enfin, un grand merci bien sûr à la promotion donc des étudiants en management des ressources humaines 2017-2018. Donc je peux témoigner ici donc qu'ils y ont mis tout leur cœur, toute leur énergie et toute leur intelligence donc pour vous concocter donc cette soirée ce soir. Donc on peut les applaudir. Merci. Voilà, donc je passe la parole à Hélène Raillet, donc, qui représente le Club Entreprise et qui a accompagné les étudiants dans ce projet. Merci. Merci Bénédicte. Bonsoir. Le Club Entreprise du Pays de Vannes est ravi de vous accueillir dans les locaux de l'UBS. J'en profite pour remercier l'UBS de ces beaux locaux, pour partager le travail de ces étudiants de Master 2 en ressources humaines. Alors j'ai un sentiment particulier à vous présenter cette conférence ce soir parce qu'il y a quelques années, j'étais parmi vous dans les gradins. Il y a 3 ans, j'ai rejoint le Club Entreprise. J'ai rejoint la commission RH que pilotait Céline Josselin, qui est notre actuelle présidente au Club Entreprise. Et donc, elle m'a proposé de reprendre la suite en septembre dernier. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec les membres de la commission, Isabelle Kerda, Ludovic Ménaès, Johan Evenot, Jean-Philippe Le Guyader et également Bernard Weiss. Quelques mots sur le club. Le club, c'est 100 entreprises de toute taille, de tout secteur, dont les dirigeants viennent pour partager, échanger, progresser, mais également faire entendre la voix de l'entreprise sur le territoire. Le club travaille en commission, dans lesquels chacun peut intervenir en fonction de ses goûts, de ses intérêts, de ce qu'il souhaite apporter, de ce qu'il pense apporter. Moi, j'ai intégré la commission RH parce que ça m'intéressait à titre personnel et professionnel. Et on a su établir un beau partenariat avec l'UBS, puisque ça fait 8 ans que le partenariat existe, et c'est la 3e année que l'on travaille avec les Master 2. Je laisse la parole aux étudiants qui ont travaillé depuis octobre. Alors sur un thème qui s'est voulu très large, puisqu'ils avaient carte blanche. Donc ça a suscité beaucoup d'échanges entre eux et nous. Et ce soir, ils se proposent de nous présenter, de réinventer le travail. Je les remercie de leur investissement et je leur souhaite vraiment une belle conférence. Merci à vous d'être présents ce soir. Belle conférence. Toi aussi, on t'a tiré au sort? Ben ouais, on m'a demandé de tirer au sort à l'entrée et j'ai gagné. Pour une fois que je gagnais un lot, j'étais contente. Ah bah là, j'ai gagné le gros lot. Ah tiens, regarde, il y a quelqu'un sur le côté, on va voir qui c'est. Ouais. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous aussi, vous avez été tiré au sort? Non, moi j'ai été invitée. D'accord. En fait, je suis facilitatrice graphique et ce soir, je suis là pour faire une synthèse visuelle en mots, en images, en couleurs de ce qui va se dérouler pendant cette soirée. Super. D'accord. Ça va être super sympa. Ça change. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Et merci. Bon courage. Ah. Au fait, t'as vu l'intitulé de la conférence? Réinventons le travail. Tu crois pas que ça vaudrait peut-être le coup qu'on se demande si ça vaut la peine de travailler un peu avant?
mais Quentin, mais c'est même pas une question. Bien sûr qu'il faut travailler. Il faut bien gagner de l'argent quand même. Ouais, enfin, le travail, c'est pas que gagner de l'argent non plus, hein. Il faut que tu te développes, que tu t'épanouisses, que tu te réalises. Tu vois, il faut que tu t'éclates, il faut que tu prennes du fun au travail. Dis-toi que maintenant, on peut même faire la sieste au travail. Non mais Quentin, mais depuis quand tu fais la sieste au travail? Mais quand même, le travail c'est sérieux, le travail, il faut que tu travailles, c'est tout. La sieste c'est ta vie perso, oui. Bref, de toute façon, on n'a plus le choix. J'ai envie de te dire, ils sont tous là. Eh oui. Et franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'ils ont l'air quand même vachement intelligents. Moi? Ouais, tu vois quand même. Non mais, tu vois, finalement, même les enfants, ils reviennent quand même sur le fait que le travail, ça sert à gagner de l'argent, mine de rien. Ouais, enfin, les enfants, ils ont quand même pas dit que ça non plus, hein. Ils ont parlé d'épanouissement, ils ont parlé de s'amuser, qu'ils avaient envie de travailler avec des gens gentils. C'est quand même pas que le travail, hein, pas que l'argent. Ouais. Tiens, je vois quelqu'un. Ah, mais c'est Clément Marinos, il est au premier rang. Clément Marinos. Mais oui, il était sur l'affiche de la conférence, tu te souviens? Si, c'est lui, je suis sûre. Ah, exact. Donc. Bonjour Clément. Bonjour Clément. Alors. Alors, je vois qu'on nous a préparé des notes, c'est tant mieux, les notes. Ah, voilà. Donc, Clément, ouais. Tu travailles donc à l'UBS comme enseignant-chercheur en sciences du territoire, tu es maître de conférences en économie, et tu as passé 10 ans donc, dans des activités de conseil, et puis tu as mené une thèse sur les réseaux d'entreprises et le développement des villes moyennes, et aujourd'hui tu travailles sur différents thèmes de recherche. Et... Mais Quentin, mais tu l'as tutoyé, mais on fait pas ça, tu le connais même pas. Bah, je l'ai tutoyé, mais c'est quand même plus sympa, non? Puis je lui manque pas de respect, je sais pas. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Bah tu vois, c'est pas moi qui le dis. Hein. Bon bref, on discutait avec ma collègue sur la conception qu'on se faisait du travail et en fait il s'avère qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Hein. On a un petit peu de mal à se comprendre et on compte un peu sur toi pour éclairer nos lanternes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Alors on va te laisser la main. Ouais, j'y vais. Merci. Merci pour cette introduction. Alors peut-être, je ne vais pas me présenter à nouveau, simplement pour vous dire que je mène un projet de recherche sur les espaces de coworking. Alors c'est pas ça, en tout cas c'est pas de ça que je vais parler là dans les quelques minutes qui vont nous occuper. Je vais essayer d'aborder trois signaux faibles. Alors ces signaux seront peut-être demain amenés à réinventer le travail, pour le meilleur ou pour le pire. On verra, on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Alors, en introduction, on va partir d'un constat assez simple, je pense que tout le monde admet, c'est que le numérique, les outils numériques, la technologie numérique, impactent l'ensemble des pratiques sociales et professionnelles de l'ensemble des individus, en tout cas une bonne partie des individus. On voit apparaître de nouveaux modes de travail, des modes de travail inédits, comme le travail nomade ou le travail à distance. Certains, peut-être, sont familiers de ces façons de fonctionner. Alors, évidemment, ça reste un phénomène encore minoritaire par rapport aux formes d'organisation traditionnelles, 9h, 18h, en poste, etc. Ça concerne davantage les secteurs comme les télécommunications, les services web, mais on voit de plus en plus d'autres secteurs s'y mettre, fonctionner de cette manière-là, avec des travailleurs à distance, la finance, le transport, l'éducation, aussi. Et puis, donc, ça vient avec le fait que finalement, le bureau, aujourd'hui, il a tendance de plus en plus, en tout cas pour ces gens-là, pour ces professionnels-là, à se résumer à un ordinateur portable, non portable, mobile, avec tout ce que ça peut entraîner comme conséquence. Donc, autrement dit, rien ne contraint ces travailleurs à exercer leur activité à proximité de leur employeur ou de leurs clients. Finalement, à partir du moment où on a les tubes qui permettent de faire passer l'information, on peut poursuivre son activité. Alors à partir de ces premiers constats, je voulais vous parler de 3 signaux faibles. Je pense qu'on peut aborder cette problématique par plein de bouts. Moi j'en ai choisi 3. La première, c'est l'émergence, le développement assez rapide des plateformes numériques de travail.
Je pense que ça commence à être de plus en plus connu. Le deuxième signal faible, c'est ce que les Américains appellent le remote first, ou le full remote, c'est-à-dire des entreprises, je détaillerai tout ça, qui fonctionnent avec quasiment aucun salarié au siège. Et puis, le troisième petite tendance, très émergente, c'est le développement des espaces de travail virtuels. On verra aussi, mais il y a des entreprises qui lèvent des millions d'euros aujourd'hui pour aller dans ce sens-là, pour proposer ce type d'outils. Alors, le premier point, donc, sur les plateformes numériques de travail, sont des plateformes comme Upwork, certains d'entre vous connaissent, ou Freelancers. Aujourd'hui, il y a à peu près sur Upwork 1 million d'offres qui sont recensées chaque année, qui sont proposées chaque année. Donc, c'est des plateformes qui ont un succès croissant. Alors, le principe, il est assez simple. Un individu qualifié, très qualifié, peu qualifié, propose ses compétences, met à disposition ses compétences pour réaliser une prestation. Si il est contacté via la plateforme, il réalise cette prestation et il est rémunéré pour ça. Alors, ce que nous dit un peu ce type de plateforme, c'est que ça permet aux entreprises, quelque part, de mettre en concurrence les salariés à l'échelle mondiale, pour le meilleur ou pour le pire. Alors on voit des choses assez stupéfiantes, c'est-à-dire que deux travailleurs, l'un vivant en Californie et puis l'autre en Inde, qui proposent le même type de prestations, qui ont quasiment le même profil, mais à un coût évidemment qui n'est pas le même du tout. Alors ce sont des plateformes qui reposent comme Airbnb sur l'évaluation des missions avec des systèmes d'étoiles, comme on retrouve sur des plateformes plus classiques. Et puis, du côté des travailleurs autonomes, des travailleurs indépendants, ça leur permet d'avoir aussi un accès mondial de clients. Et donc, ça augmente statistiquement leur chance de trouver un travail payé. Et ça permet à certains aussi d'aménager leur emploi du temps. Petite référence au film qu'on vient de voir. Donc, on voit à travers ce type d'outils que le marché du travail se numérise, voire même subérise quelque part, encore une fois, pour le meilleur ou pour le pire. Et puis que tous les métiers finalement qui consistent à manipuler l'information sont potentiellement concernés ou déjà concernés par cette tendance. Donc c'était le premier signal faible qui nous vient des États-Unis. Le deuxième aussi, le deuxième point que je voulais aborder, donc c'est le remote first. Alors là aussi le principe, c'est qu'on voit des nouvelles formes d'organisation du travail émerger. Qui sont adoptées aujourd'hui par des entreprises alors plutôt innovantes, plutôt dans le secteur de la high-tech, mais demain ça se généralisera peut-être. Des boîtes comme WordPress, vous connaissez sans doute, qui permet d'éditer des sites internet, Basecamp, etc. Enfin, j'en ai listé un certain nombre. Et donc, ces sociétés promeuvent un fonctionnement où aucun salarié n'est localisé, aucun j'exagère peut-être, mais quelques salariés sont localisés au sein de l'entreprise. Le reste étant dispatché à travers le pays, voire à travers le monde. Alors, ce qui est mis en avant comme avantage d'un tel fonctionnement, c'est l'amélioration de la productivité. Il y a un certain nombre d'études qui ont été conduites et qui montrent que la productivité des salariés a tendance à augmenter quand on adopte ce type de fonctionnement. En tout cas, c'est ce que les managers font comme constat. Ça permet aussi, pour les sociétés qui ont des difficultés de recrutement, et là, alors c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, en tout cas c'est le cas, paraît-il, dans la baie de San Francisco, où on a des salaires qui deviennent mirobolants, une main-d'œuvre qualifiée qui est un peu rare, et donc des entreprises, pour éviter le turnover, vont aller recruter des gens qui sont installés un peu partout dans le monde, y compris dans des territoires ruraux, du moment qu'il y a un accès à Internet, et viennent en cela fidéliser les salariés, font baisser donc leur turnover, permettent, et c'est pas un mal pour les entreprises en tout cas, de payer un peu moins cher leurs salariés que s'ils recrutaient ou elles recrutaient sur la baie de San Francisco. Et puis je vous passe donc le gain de temps de transport, là encore dans ces territoires-là, mais en région parisienne c'est la même chose, on peut facilement atteindre 2 heures de temps de transport chaque matin. Donc évidemment, quand on recrute quelqu'un qui habite dans sa ferme dans le Dakota du Nord, ou à côté de Vannes, dans une petite station balnéaire, on a peut-être moins ces problèmes de transport.
Alors pour les sociétés qui adoptent ce type de fonctionnement, il y a nécessairement un changement de culture. En tout cas, quand on se documente un peu sur cette façon de fonctionner, on s'aperçoit qu'il y a systématiquement un temps d'adaptation pour se mettre à ce type de travail en remote first. Il y a notamment la mise en place d'une communication, ce qu'on appelle asynchrone. Donc il ne faut plus s'attendre à avoir des réponses directes. On est tolérant avec le fait que les collaborateurs répondent avec un délai plus ou moins raisonnable, communication asynchrone. Il y a aussi la mise en place obligatoire d'outils, maintenant qui sont relativement performants, des outils comme Slack, comme Trello. Je pense que c'est des choses qui commencent à être connues aussi. Donc ça se traduit le fait qu'on a beaucoup plus d'écrits, moins d'informels, moins d'échanges spontanés. Donc là aussi, je pense que c'est un autre mode de management. Se doter aussi d'outils d'animation des équipes en ligne, y compris des moments de convivialité qui peuvent avoir lieu en ligne. On a par exemple des sociétés qui réservent le vendredi à midi, de midi à 12h30, on prend des cafés en ligne et il est interdit de parler travail, on parle d'autre chose. Donc voilà, pour favoriser des échanges entre les salariés, etc. Et puis, il y a quand même des rencontres physiques. Ces sociétés-là, qui sont en remote first, organisent régulièrement des sessions de retraite où pendant une semaine, on va passer ensemble, généralement dans des coins plutôt sympas, assez exotiques, on va passer faire un team building, autrement dit, une semaine ensemble, où on va un petit peu travailler, mais pas que travailler. Et on voit même maintenant, et même en France, en Bretagne, des sociétés qui se spécialisent là-dedans, dans l'accueil de retraite, où viennent comme ça des entreprises avec leurs salariés, dont une bonne partie, peut-être pas la totalité, travaillent à distance. Alors les entreprises qui adoptent ce type de fonctionnement mettent en avant les M&M's et le poids des M&M's dans le management. Les M&M's, c'est les managers et les meetings. Et d'après eux, c'est ces deux éléments-là, enfin parmi d'autres j'imagine, qui viennent un petit peu plomber la productivité des salariés. Et donc c'est une façon de s'affranchir, le remote first, de s'affranchir de ce fameux M&M's, tel que les Américains l'appellent en tout cas. Alors quelques chiffres quand même sur ce que ça peut apporter, parce qu'il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, malheureusement peu en France, beaucoup plus aux États-Unis, où il y a des observatoires qui existent pour ce type de pratique, télétravail et remote first. Alors, quand on interroge les managers, ce que j'ai trouvé comme chiffre, c'est que 65% d'entre eux estiment que la productivité de leurs employés augmente avec le télétravail. 65% des managers, quand on les interroge. Le chiffre est plus élevé quand on interroge les télétravailleurs. Et 55% des travailleurs se disent stressés par leur trajet quotidien. Donc, on voit bien que c'est susceptible d'apporter à la fois de la productivité, peut-être, et puis une forme de bien-être, peut-être également, pour les travailleurs concernés. En tout cas, pour conclure sur ce point-là, les réseaux numériques transforment l'organisation des entreprises et surtout leur rapport au temps, je parlais de communication asynchrone, et leur rapport à l'espace. Et on n'est pas obligé d'aller chercher forcément très très loin. Moi j'ai rencontré à Lorient une boîte de 5-6 personnes. Ils sont dispatchés entre Lorient, Nantes et Paris. Une boîte de vente de commerce en ligne. Donc on a aussi ce type d'organisation qui existe évidemment en France. Maintenant, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ça commence à s'institutionnaliser, à la différence de la France. Troisième signal faible, alors c'est beaucoup plus exploratoire, mais je trouvais ça intéressant de vous en faire part. Un futur sans doute plus lointain. Ce sont donc les espaces virtuels de travail. On voit aujourd'hui des entreprises qui se spécialisent là-dedans. Donc concrètement, ça signifie que plutôt que d'aller prendre le train ou l'avion, ou même de faire une visioconférence, avec tous les problèmes que ça peut susciter, on enfile un casque, type Oculus Rift ou d'autres, et on se réunit dans des amphithéâtres virtuels, dans des salles de réunion virtuelles, dans lesquelles on a accès à son ordinateur, c'est-à-dire que virtuellement vous avez votre écran d'ordinateur qui s'affiche à l'intérieur de votre casque virtuel, et vous pouvez vous organiser des sessions de travail. Alors aujourd'hui, c'est encore un petit peu, j'allais dire, mal fait,
mais ça va très très vite. J'ai regardé un petit peu certaines sociétés, la façon dont c'était présenté au début et là où ils sont arrivés maintenant, et ce qu'ils prévoient de faire demain. Moi, je parie que d'ici 5 ou 10 ans, on y verra du feu, on aura des avatars qui seront très proches physiquement de nous. Et voilà, donc ça commence à prendre de plus en plus, avec peut-être la différence avec la visioconférence. On a le contact visuel qui, pour des discussions un petit peu compliquées, où on a besoin d'aller peut-être un peu de langage corporel, etc., même si on n'y est pas encore complètement, on a déjà ce contact visuel qui change les choses dans les rapports humains. En tout cas, c'est ce que ces sociétés-là mettent en avant. Je pense que c'est pas inintéressant. Donc on a des boîtes comme Big Screen, on a des boîtes comme ALT-VR qui développent ce genre de choses. Et ce qu'il faut savoir, et je terminerai là-dessus, c'est que alors, la réalité ou le virtuel devient de plus en plus réaliste, mais les casques aussi deviennent de moins en moins intrusifs. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'en mettre. On tient, allez, une demi-heure, 1 heure, à un moment on commence à transpirer, c'est un peu lourd, mais ça va très très vite aussi. D'ici quelques années, on peut facilement penser que ça ne sera pas plus encombrant qu'une paire de lunettes. Je ne parle pas des Google Glass, évidemment. Donc voilà, un troisième signal faible qui va sans doute impacter aussi fortement les modes d'organisation du travail. Alors en termes de conclusion, on m'avait dit de faire assez court, je voudrais insister donc sur le fait qu'on assiste à une déconnexion entre les lieux de résidence. Alors, elle n'est pas complète, elle ne concernera jamais l'ensemble des secteurs d'activité. Je pense par exemple à l'industrie, on aura du mal à fonctionner comme ça, en tout cas dans sa globalité. Une déconnexion donc entre le lieu de résidence et le lieu de travail. Et en conclusion, je voulais insister sur ce que ça fait sur les territoires, l'impact sur les territoires. C'est ça aussi, je pense, qui nous intéresse, compte tenu de la nature des acteurs qui sont dans la salle. Donc on voit qu'aujourd'hui, il est possible d'exercer une activité à forte valeur ajoutée, en tout lieu, y compris dans les territoires périphériques. Je rajouterai quand même du moment qu'on a accès à un réseau Internet, à un réseau haut débit, ou en tout cas avec un débit correct. Donc on voit que les lieux de travail uniques sont probablement amenés à disparaître. L'émergence de micro-tâches, on est tous amenés à travailler un petit peu avec son téléphone portable de temps en temps. On répond à un mail, on est chez soi, on est voire même chez des amis, etc. Donc on voit bien que le lieu de travail unique, il est en train un petit peu de s'effriter. Et donc ça impacte les mobilités des individus, que ce soit les mobilités quotidiennes des individus. Et donc, par effet de ricochet, ça impacte aussi la façon dont fonctionnent nos territoires. Donc le numérique modifie finalement les trajectoires géographiques et professionnelles des individus, mais également des territoires. Des territoires qui n'avaient par exemple pas vocation à accueillir des travailleurs du savoir, des travailleurs utilisant l'outil numérique, se mettent à ouvrir des tiers-lieux, à ouvrir des espaces de coworking, et on voit des gens qui sont dans une posture très innovante, qui veulent développer leur société, par exemple en Centre-Bretagne, etc. Donc pour des territoires, c'est quelque chose d'assez nouveau, et en tout cas, on peut imaginer que ça offre de nouvelles perspectives. Par ailleurs, ces nouvelles tendances répondent sans doute, je ne sais pas s'il y avait des générations Y et Z parmi les acteurs qui étaient là, mais on peut estimer que oui. Donc ces nouvelles tendances répondent sans doute aux aspirations de ces travailleurs, ou ces futurs travailleurs, pour les plus jeunes, qui privilégient, dit-on, qui privilégient la qualité de vie, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, la vie privée. Alors ça vaut peut-être le coup, quand on sait, c'est une étude du MIT qui le dit, qu'un salarié heureux, à définir ce que c'est heureux, mais un salarié heureux, a priori, tombe 2 fois moins malade, il est 6 fois moins absent, c'est le MIT qui le dit, 31% plus productif, et pour les métiers où la créativité compte, 55% plus créatif. Ne me demandez pas comment ils ont mesuré la créativité, on peut aller chercher cette étude-là, je pense que tout est détaillé. Dernier chiffre, et puis je m'arrêterai, je finirai par une citation. 37% des salariés qui sont aujourd'hui sédentaires seraient prêts à ne pas voir leur salaire augmenter en échange du télétravail. Travail à la maison, ou en tout cas plus de liberté dans l'organisation spatiale des tâches. Donc vous voyez, c'est quelque chose, à mon sens, qui commence à prendre. Aux États-Unis, ça a pris une autre dimension.
On le voit aussi en Allemagne, un peu moins en France, mais ça arrive progressivement. Et puis je terminerai sur une citation intéressante que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux. Le seul espace dont j'ai vraiment besoin, c'est celui entre mes deux oreilles. Voilà. Donc, je trouvais ça intéressant et je pense que c'est vrai. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup Clément pour ta participation. Donc on t'invite donc à rejoindre le public pour assister donc à la suite de la conférence. Merci à toi. Bon, bah c'est très intéressant tout ça. Bah ouais, plutôt. Ouais, ça ouvre l'esprit quand même sur d'autres manières de travailler, etc. Donc pourquoi pas. Ouais, ok. Bon, on regarde ce qu'ils nous ont prévu pour la suite peut-être? Ouais, je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont prévu? Ah oui, je vois qu'on organise du coup une table ronde et c'est avec Monsieur Hagenauer et Monsieur Julien qui nous rejoignent tout de suite. Allez-y, asseyez-vous, prenez place. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Tenez. Merci. Bonsoir. Tenez. Alors, donc Laurent, oui. Tu es DRH groupe de Neovia et précédemment tu as travaillé dans l'entreprise de Schneider Electric et tu as en fait tout au long de ton parcours et de ta carrière été salarié d'entreprise. Au vu de cette expérience-là, qu'est-ce que tu peux nous dire des grandes évolutions dans le monde du travail et dans les rapports au travail que tu as pu constater? Alors moi je travaille depuis quelques années et quand j'ai commencé à travailler, j'avais l'âge d'un certain nombre d'entre vous. Le travail était fondamentalement différent. Je ne travaillais pas dans la fonction ressources humaines d'ailleurs, mais il n'y avait pas d'ordinateur sur les bureaux. Hein, c'est arrivé assez vite, mais on va dire, pour résumer, on est passé du monde où les gens étaient derrière leur bureau, travaillaient beaucoup derrière dans des pièces où ils travaillaient pour un employeur, leur patron n'était pas loin, et il y avait une unité de lieu, une unité de temps, avec des horaires qui étaient assez définis, et puis on a vu arriver les ordinateurs. Aujourd'hui, on est à l'ère du smartphone. Je suis sûr qu'au moment où je parle, il y a au moins 10 ou 12 personnes qui sont en train de pianoter sur leur smartphone, en train de répondre à des SMS ou des emails, professionnels ou pas. Mais donc, comme ça a été dit, ça permet de libérer pas mal de choses, pas mal de comportements. Et donc aujourd'hui, le rapport au travail a très très clairement changé. L'entreprise a dû accompagner cela par des pratiques un petit peu innovantes, nouvelles. Les espaces de travail ont beaucoup évolué. Hein. Vous verriez des bureaux des années 80, vous diriez c'est pas possible, ça existe encore, mais vous diriez c'est pas possible de travailler là-dedans. Donc ça a beaucoup évolué. Les gens travaillent, les salariés travaillent de plus en plus, hein, même dans l'entreprise traditionnelle, pour un certain nombre d'entre eux, ont de plus en plus accès à la possibilité de travailler à la maison. Hein, le temps de travail est moins délimité dans le temps. Et puis les gens se mélangent. D'abord, l'apparition des open space, ça fait déjà 20 ans, hein, mais les open space d'il y a 20 ans ne sont pas les mêmes open space qu'aujourd'hui. Hein, on a aussi beaucoup évolué dans l'aménagement du travail et les conditions de travail. On a vu arriver, ça a été dit tout à l'heure, je crois, je crois que c'est toi qui as dit ça, dans ma précédente entreprise, moi il y avait une salle de sieste, effectivement. Il y avait une salle avec des PlayStation, les gens pouvaient jouer. Tu vois. Donc ça fait partie des choses. Je pense qu'on aurait dit ça il y a 30 ans, c'était juste pas imaginable. Alors ça, c'est toutes les conditions, on va dire, matérielles qui permettent les évolutions du travail. Mais quelque chose que je veux souligner, qui est très important aussi, tout ça a permis aussi de changer, on va dire, l'organisation du travail. Je crois que c'est important de le souligner. Aujourd'hui, on travaille beaucoup par projet. Le travail ne se fait plus dans les mêmes conditions. On ne rapporte plus forcément à une seule personne. Hein. Il y a du rattachement, comme on dit, hiérarchique, mais aussi du rattachement fonctionnel. Hein. On peut éventuellement être attaché à plusieurs personnes. On peut travailler dans un lieu ou dans un pays et avoir un manager qui travaille dans un autre pays. On le voit pas forcément, on le rencontre pas forcément régulièrement. On peut ne jamais le rencontrer. Par contre, on peut parler avec lui tous les jours, on peut même le voir tous les jours avec les outils qui existent. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui a énormément changé, hein, dans la façon dont l'entreprise fonctionne. Parce que, et là, c'est pas matériel, c'est le management par projet, quelque chose qui a beaucoup évolué. D'accord. Voilà. Merci. Okay. Merci beaucoup.
Monsieur Julien, je m'adresse à vous maintenant. Donc, vous êtes dirigeant et fondateur de la société OJC Conseil, qui compte aujourd'hui une cinquantaine de salariés, qui est basée sur Vannes. Et vous, de votre côté, vous n'avez quasiment jamais été salarié d'une entreprise, donc c'est important de le souligner. Et c'est surtout pour répondre finalement à vos attentes personnelles et aussi professionnelles que vous avez décidé de créer votre propre société à l'âge de 22 ans. Et donc, au cours de l'évolution de votre entreprise, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez mis en place finalement pour repenser les rapports au travail? Oui, tout à fait. Alors, je suis arrivé effectivement sur le marché du travail au moment probablement de la grande mode des open space et tout ça. Donc, j'ai connu effectivement moi-même en tant que consultant travaillant sur le site des clients les open space dans lesquels justement on avait des intervenants venant de différents horizons et qui étaient coordonnés par le client. Donc, moi, j'ai commencé effectivement en tant qu'ingénieur en informatique dans ce domaine-là, mais j'ai assez vite cherché effectivement à m'éloigner quelque part du site du client en considérant que la valeur qu'on produit, le travail qu'on produit n'a pas nécessairement besoin d'être fait au milieu d'autres personnes, etc. Donc effectivement pour des raisons personnelles, géographiques, etc., il m'a fallu effectivement 2-3 ans à peu près pour arriver à convaincre mes clients de pouvoir m'éloigner, travailler d'abord un petit peu chez moi et puis revenir les voir plusieurs fois par semaine, etc. Et puis finalement pouvoir vraiment travailler depuis la province alors que le client était à Paris, etc. Voilà, donc ça effectivement c'est assez fondateur parce que j'ai commencé vraiment à travailler en télétravail pendant plusieurs années et lorsque mon activité a cru et qu'il a fallu que je recrute, j'ai commencé par recruter des copains qui avaient fait la même formation que moi mais qui habitaient à l'autre bout de la France. Donc moi j'étais à ce moment-là déjà à Vannes mais j'ai recruté quelqu'un qui était à Metz. Je me permets de t'interrompre Olivier, je ne sais pas si tout le monde dans la salle entend bien. Non? Bon, je peux rapprocher le micro. Et donc, effectivement, les premiers recrutements se sont faits à distance, ce qui fait qu'on a une forte croissance en termes de chiffre d'affaires, etc., mais sans prendre de bureau. Donc, on avait vraiment tout basé sur sur le remote first, pour le coup, même si on n'utilisait pas ce terme-là. Mais effectivement, à partir de 2013, il a fallu croître beaucoup plus vite. Donc, j'ai pris des bureaux, effectivement, à Vannes. On a commencé à recruter des ingénieurs ici. Mais on a continué le recrutement avec un ratio de 50% à distance. Donc, aujourd'hui, effectivement, on est 45. On a 20 personnes, du coup, qui sont à Vannes. Et on a des consultants qui sont un petit peu partout en France. Donc, Nantes, Paris, Lyon, Nice, Toulouse, Auch, Bordeaux, etc. Et puis, des consultants également qui sont à l'étranger. Ok, d'accord. Parfait, merci. Donc, Laurent, suite aux explications du coup d'Olivier, de savoir tous les avantages et les intérêts, ou en tout cas les raisons qui peuvent mener à mettre en place des organisations de travail qui sont différentes, notamment en particulier sur le télétravail, est-ce que toi, au cours de ta carrière, tu as pu constater des limites ou des choses qui pourraient réfréner ou empêcher la bonne réalisation de ces démarches-là? Clairement, oui. Est-ce que vous m'entendez? Ah bon, je fais un effort. Hein. Oui, il y a des limites, bien sûr. Je crois que c'est comme toute chose. On ne change pas tout du jour au lendemain. Donc, il y a une évolution qui se fait dans les modes de travail, dans les modes de collaboration. Je crois que le télétravail, d'abord, je pense que ça a été souligné tout à l'heure, mais c'est d'abord apprécié par les salariés. Ça ne pose pas de problème aux managers à partir du moment où ils sont dans un mode où ils ont l'habitude. C'est quelque chose qui va, à mon avis, se généraliser dans toutes les entreprises parce que votre génération vont amener, ça va faire partie des conditions de travail. Hein, moins de transport. On est, je crois, tous d'accord pour dire que les salariés sont plus efficaces à la maison, une partie du temps. Maintenant, il y a un truc qui est quand même très important, c'est le lien social et avoir la possibilité de se retrouver dans une entreprise parce que la vie d'équipe, c'est important. C'est aussi important quand on a possibilité de le faire. C'est-à-dire qu'il y a les entreprises, c'est le cas de celle d'Olivier, à partir du moment où on dit la règle du jeu, c'est qu'il n'y a pas de locaux et les gens travaillent à distance, ils travaillent à distance, il n'y a pas de locaux. Et puis quand ils se développent, il y a un moment, il y a des bureaux et il y a des gens qui travaillent dans les bureaux. Les locaux sont nécessaires aussi, en effet. Voilà, donc je crois que c'est bien de trouver un bon équilibre. Après, il y a la problématique de la fonction. Hein. Nous, fonction RH, il faut qu'on donne un cadre. Il faut définir des règles du jeu. Hein. Il y a des problèmes d'équité, il y a des problèmes d'équilibre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison que certains puissent être absents en permanence et travailler de chez eux, pas d'autres. Donc il y a un bon équilibre à trouver. Il y a une grande différence entre les activités, on va dire, intellectuelles
C'est le cas des gens qui font du développement, de l'informatique, parce que ce qui se passe, effectivement, le seul espace dont ils ont besoin, c'est ce que j'ai compris, et j'ai bien aimé l'expression. Maintenant, quand on est, comme chez nous aujourd'hui, chez Neovia, une entreprise où on produit, il y a des usines, il faut bien des gens qui fassent tourner les usines, et ça, c'est plus difficile à distance. De même, dans l'entreprise, au-delà de la fonction de production, il y a des personnes qui ont une nécessité d'être présentes parce que quelque part, elles assurent un lien social, elles assurent une coordination sur un site et font tourner aussi la machine. Pour d'autres, c'est moins nécessaire. Donc, il y a, comme dans toute relation, la relation du travail doit être clarifiée, aussi contractualisée, bien sûr. Voilà, donc il faut savoir point trop n'en faut, et puis trouver le bon équilibre avec de l'équité et puis l'aspect bien-être est important, et pour le salarié, pour l'entreprise. Et tout le monde, aujourd'hui, je pense qu'on est on a un équilibre qui est possible. Alors, juste pour répondre complètement à la question, oui, moi j'ai connu dans ma vie, et c'était il y a 20 ans, donc on était peut-être en avance, où quelqu'un qui, pour des questions personnelles, qui reconstruisait sa vie, a demandé à partir à travailler à 700 km. Et on s'est dit, pourquoi pas, c'est quelqu'un qui en avait confiance, et ça se passait très bien. Et son travail était tout à fait compatible avec le fait... Après, le lien s'est dégradé, hein, et finalement, c'est quelque chose qui a pu durer 1 an parce que le contrat n'a pas été respecté. Peut-être qu'on n'a pas été assez vigilant, on n'avait pas encore trop l'habitude de gérer ça. Mais oui, maintenant, voilà, c'est pour ça que je dis du jour au lendemain, c'est compliqué. Dans la fonction, ça dépend de la fonction. Mais je pense que c'est comme devant tout. Il y a il y a des bonnes expériences, il y a des échecs, on apprend de ces échecs. Et on ne peut pas faire n'importe quoi, mais je pense qu'il est intéressant de tenter de faire des expériences. D'accord. Merci. Alors en effet, moi j'ai l'impression que ce n'est pas forcément les mêmes profils qui vont pouvoir travailler en home office et ceux qui vont pouvoir travailler dans des bureaux. Nous, clairement, du point de vue du recrutement, les gens qu'on recrute en home office à l'autre bout de la France, c'est des gens déjà qui démarrent vraiment en home office dès le départ. Donc, alors que les personnes qu'on va recruter ici vont travailler dans les bureaux, ils ne seront pas nécessairement en home office, ou alors vraiment exceptionnellement. Et donc, effectivement, ce n'est pas les mêmes profils. On recrute des gens qui ont vraiment une seniorité, qui ont une capacité à travailler en autonomie, etc. Et ça, c'est pas du tout évident. Je ne suis pas du tout convaincu que même chez OJC, où on a la moitié des effectifs qui travaillent en home office, prendre n'importe quelle personne et lui dire désormais tu vas travailler en home office à l'autre bout de la France 100% du temps, ça soit un succès. Donc ça, je pense que c'est vraiment très lié à la personnalité, c'est très lié à la synchronisation également entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est vrai que chez OJC, il y a vraiment une tradition provinciale. On a quasiment personne à Paris, à part un commercial. Tout le monde est en province. Il y a une grande tradition chez OJC des ingénieurs qui suivent leurs femmes en province. Donc on a des ingénieurs, on a un super ingénieur super-héros à Auch, on en a un à Die dans la Drôme. Enfin voilà, donc on est vraiment dans des coins complètement perdus. Et nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment la compétence, le profil, etc. Et après, peu importe où il est, quoi. Il y a un autre élément que je voudrais souligner, c'est que ce n'est pas seulement pour faire plaisir aux salariés, c'est aussi pour répondre à des enjeux stratégiques qu'on a, on a besoin d'être extrêmement flexible, extrêmement mobile. On n'a pas besoin de s'attacher à des lieux, avoir des locaux partout, etc. Sinon, la capacité de se déployer, notamment à l'international, est très limitée. Tout à l'heure, justement, on disait que c'était surtout les sociétés américaines qui étaient full remote, etc. Alors nous, on travaille par exemple avec une société qui s'appelle Coupa, qui est une société californienne qui a été fondée en 2007, qui a été introduite en bourse en 2016, qui a été valorisée 1,5 milliard, donc un très très fort développement international, etc. Eux, quasiment, ils n'ont pas de bureau du tout en Europe. Ils ont un bureau en Irlande, et ensuite, c'est que des gens qui sont effectivement en home office, un peu partout. Nous, on est un petit peu dans la même contrainte, mais à notre toute petite échelle, qui est qu'on est petit, mais on travaille que sur des sociétés et des clients qui sont internationaux. Et ces clients-là, ça c'est intéressant, ils peuvent avoir des usines dans le monde entier. C'est des sociétés de la taille de Neovia, donc des Forestia, des Sagemcom, des Ikea, etc. Et le problème, c'est qu'il faut arriver à les suivre. Et nous, effectivement, on a une capacité à les déployer dans différents pays parce qu'on est déjà habitué à travailler sur un mode comme ça, remote. Et aujourd'hui, par exemple, je peux aller me déployer au Canada, etc., avec des gens qui vont travailler à distance sur des projets déjà existants, aussi facilement que si le gars était à Montpellier.
modulo le time zone évidemment, mais donc ça nous a permis effectivement avec une toute petite équipe, aujourd'hui on est 45, ça probablement une soixantaine d'ici la fin de l'année, on est déjà implanté donc au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis, on est en train d'ouvrir le Canada, on est en train d'ouvrir la Suède et la Suisse, tout ça se fait de façon très légère, parce que dans tous ces pays-là il n'y a pas de bureau, on envoie juste des gars qui sont déjà habitués à travailler en remote et qui continuent comme ça. Donc l'enjeu stratégique pour la société est vraiment très important, c'est pas que pour plaire aux salariés, c'est vraiment quelque chose effectivement qui a un avantage compétitif très important pour OJC. D'autres sociétés de notre taille ne seraient pas capables d'aller prendre des marchés pour des sociétés multinationales des deux côtés de l'Atlantique. D'accord. Juste une remarque, je suis tout à fait d'accord. Il y a un moment où on ne sait plus où travaillent les gens. Mais ils travaillent, c'est ce qui compte. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir qu'on est en call avec 7-8 personnes et que bon, ça n'a aucune importance sans voir où ils se trouvent. Il y en a même qui éventuellement sont dans le bureau d'à côté et on pense qu'ils sont à 3000 km. Parfait. Et puis dernier point, tout à l'heure il a été mentionné justement les retraites, etc. Nous c'est vraiment ça, c'est-à-dire que plusieurs fois par an on fait un séminaire, alors j'appelle pas du tout ça une retraite parce qu'on bosse, on n'est pas là pour se mettre au vert, vraiment, mais on est quand même dans un lieu qui est superbe et donc on a le bâtiment là, qui est juste en face de l'université, au lycée Conseil, et donc effectivement on fait, quand on se retrouve ici, c'est le moment pour tout le monde de se retrouver, et ça c'est très important. S'il n'y a pas ça, effectivement, s'il n'y a pas le team building, effectivement l'identité de la société peut se diluer. Ok. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? C'est que vous avez été très clair. Voilà. Merci beaucoup à vous pour votre participation. Merci beaucoup. Vous invite à vous rasseoir pour la suite de la conférence. Merci. Alors, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ce sont des dispositifs, en fait, on n'a pas forcément idée, que ce soit les évolutions dans l'entreprise ou par rapport globalement au marché, que ce soit un avantage concurrentiel, compétitif et autres, c'est pas forcément des choses qui coulent de source. Donc, je trouve ça vraiment intéressant et c'est vrai que ça permet de s'adapter aux tendances organisationnelles du travail, de l'organisation, et puis aussi aux besoins, quelque part, il y a quand même de ça, des nouveaux besoins émergents des salariés. Donc, Non, mais tout à fait, Quentin. Bon, je te rejoins, quand même, finalement. Merci. Voilà. Par contre, il y a quand même une question que je me pose, et ça a d'ailleurs été soulevé par Michel Genauer parmi d'autres points, entre autres, c'était le côté industriel. Finalement, est-ce que dans les entreprises industrielles, on peut faire quelque chose? Est-ce qu'il y a de nouveaux modes d'organisation finalement qui se mettent en place? Je ne sais pas. On voit ce qu'ils nous ont prévu? Ouais, ça peut être bien, oui. Alors, si on regarde un petit peu, il y en a des pages quand même. Alors, c'est pas ça, c'est pas ça non plus. Ah, c'est là. Eh Regarde. ben, ah, exact. Ah, ben c'est génial. Il y a 2 entreprises industrielles qui interviennent. Et la première, c'est la Belle-Illoise, avec Madame Matisse et Madame Jean, et qui seront donc suivies juste après avec Monsieur Coadic de Brie. Super, parfait. Vous pouvez venir nous rejoindre. Ok. Merci de nous rejoindre. Mesdames, On vous en prie. installez-vous. Installez-vous. Allez-y, prenez place. Hein. N'hésitez pas à vous étaler, que tout le monde vous voit bien. Parfait. Alors, tenez. Voilà, allez-y, prenez un micro chacune. Parfait. Alors, mesdames, donc Madame Matisse, Madame Jean, merci beaucoup d'être présentes parmi nous aujourd'hui. Alors, pour vous présenter déjà en quelques mots et présenter la société aussi à tout le monde qui peut-être ne vous connaît pas encore dans la salle. Donc, la Belle-Illoise, c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1932 par Georges Hillet et qui est dirigée actuellement par la 3e génération. Donc, une belle entreprise familiale qui perdure en tout cas. Donc, elle est spécialisée dans la fabrication et la distribution de conserves de poissons haut de gamme. Les effectifs varient entre 350 et 600 salariés environ, selon la saison. Et le réseau de distribution est composé de 75 magasins en vente directe, de vente à distance, par correspondance et par Internet, ainsi que par des revendeurs en France et à l'étranger. Et donc le siège social et la production sont basés à Quiberon et la plateforme logistique est quant à elle située à Saint-Avé, donc pas très loin d'ici. Alors Madame Jean, vous êtes vous directrice des ressources humaines et Madame Matisse, quant à vous, vous êtes directrice des opérations et vous êtes donc venue présenter l'organisation du travail au sein de la société La Belle-Illoise. Donc, Madame Matisse, est-ce que vous pourriez nous présenter dans un premier temps, en tant que directrice des opérations, les spécificités de votre activité?
Alors nous, on a une très grande spécificité, c'est qu'on travaille du poisson et donc on travaille en fonction des saisons. Donc on a 3 saisons particulières, donc la saison sardine qui va démarrer d'ici 3 semaines, qui se passe donc de mai à novembre. La saison thon qui s'intercale de août à octobre et la saison maquereau qui, elle, a une partie en décembre et reprend mi-janvier jusqu'à mi-mars. Ce qui veut dire qu'en termes de spécificité, ça nous demande d'avoir une grande fluctuation des effectifs. Et donc c'est ce qui fait qu'on passe de 100 à 300 personnes dans l'usine entre janvier et le mois de mai. D'accord. Une autre spécificité, c'est qu'on travaille du poisson frais. Donc là, on travaille en fonction de ce que pêchent les pêcheurs, notamment la sardine, on travaille que frais. Et ben, voilà, donc le poisson, il est là, ou pas. Et puis le process traditionnel, donc pour mettre les sardines en boîte ou les filets de maquereau en boîte, c'est un process qui est complètement manuel. C'est pourquoi il nous faut énormément de personnes. Process sardine, il nous faut 210 personnes pour pouvoir faire les volumes en 6 mois. D'accord, ok. Et donc finalement, comment vous faites pour gérer ces effectifs du coup ? Alors, la grosse problématique, c'est le recrutement. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait des entreprises qui avaient des difficultés à recruter ? Ben oui, nous. Parce que autant ce qu'on disait sur le réinventons le travail, il faut réussir en fait à faire venir 200 personnes pour étriper de la sardine. Donc c'est pas très sexy, hein, enlever la tête et les viscères, et ensuite la mettre en boîte. Donc c'est un process qui est complètement manuel. Et donc tout notre enjeu est de faire en sorte que les gens viennent travailler chez nous, qui s'y plaisent, qui travaillent avec le sourire, et surtout qui reviennent d'une année sur l'autre. Et donc on est excessivement attaché à l'ambiance de travail et on mise tout en fait en mettant le collaborateur au centre de notre activité. D'accord. Et quel type d'organisation du travail, du coup, vous avez pu mettre en place dans votre entreprise, justement pour faire face à ces spécificités ? Alors on travaille beaucoup sur le management de proximité. Donc on a des gens qui sont là pour s'occuper de nos opérateurs. Et quand je dis s'occuper d'eux, je ne parle pas uniquement de les manager, mais c'est vraiment s'occuper d'eux, travailler avec eux. Et donc pour la saison sardine notamment, on a fait en sorte que les gens travaillent sur 4 jours. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le travail en usine, on ne peut pas faire du télétravail. On ne peut pas encore emboîter la sardine de façon virtuelle. Ça ne marche pas. Donc les gens sont à poste. Ils sont assis ou debout. Donc c'est un travail qui est physique. Les amplitudes horaires peuvent aller de 7h à 10h, puisqu'on travaille du poisson frais. Et que nos amis les pêcheurs sont bien sympathiques, mais ils ont tendance des fois à avoir la main lourde sur le tonnage. Donc des fois, ils peuvent nous annoncer 10 tonnes et puis ils en mettent 15. Et comme on a une éthique, on ne jette jamais de poisson, donc c'est pour ça que voilà, l'amplitude horaire peut différer. Donc pour que les gens puissent aussi se reposer, on a créé des cycles, donc on a créé des équipes. Et autant on connaît dans les industries les cycles 2-7, 3-7, 4-5, enfin 4-8 et ainsi de suite, ben nous on a créé des cycles à l'intérieur d'une même journée. Et donc en fait on travaille sur 4 jours, et donc ça permet aux gens d'avoir des week-ends de 3 ou 4 jours en fonction de leur cycle et en fonction de comment ils travaillent. D'accord, ok. D'accord. Et du coup, quelle solution finalement vous avez trouvée pour pallier ces difficultés que vous pouvez avoir ? Alors les solutions, en fait, je vais dire qu'on les cherche chaque année et surtout on s'adapte aux collaborateurs. On l'a expliqué en ce qui nous concerne, là on est en train de parler du milieu industriel puisqu'en fait nous sommes à la fois producteurs et distributeurs. Donc en fonction de nos métiers, en fonction des profils que l'on va avoir, on va chercher les solutions qui nous paraissent les plus adaptées. En l'occurrence, là on est en train de parler d'une population qui travaille pour des saisons. Donc un emploi qui reste relativement précaire quand même, puisque ce n'est pas un emploi qu'on a à même de leur fournir sur l'année. Donc tout notre enjeu, c'est au-delà de recruter, c'est surtout, comme on le disait tout à l'heure, c'est de les fidéliser, leur donner envie de revenir. Donc on va beaucoup travailler tout au long de la saison pour favoriser nos organisations, faire en sorte que ça se passe bien. On va travailler le management de proximité, mais après c'est aussi pour qu'ils aient envie de revenir et qu'ils ne nous oublient pas, qu'est-ce qu'on peut faire aussi entre eux chaque saison pour qu'ils reviennent. Et là, on arrive sur ce qu'on entendait tout à l'heure, c'est l'ambiance. Voilà. C'est je veux me sentir bien, je veux partager avec mes collègues. Donc, c'est créer du lien. Non seulement leur donner envie de reprendre leur travail, mais surtout de revenir à la Belle-Îloise. Mais pourquoi revenir à la Belle-Îloise ? C'est pas que pour l'employeur, c'est pour le travail qu'ils vont faire, qu'on va leur fournir, mais c'est aussi pour retrouver les collègues, notamment, et tout le climat qui va autour de tout ça. Donc pour les personnes que nous souhaitons garder, qui ont déjà travaillé chez nous, c'est des choses toutes simples, je dirais, mais qui sont liées à l'humain. C'est avec l'aide de notre CE, par exemple, on va faire une soirée à la fin de la saison pour se réunir, pour passer un bon moment, un moment de convivialité et en dehors du travail.
Ensuite, on a aussi, toujours avec notre CE, des sorties. On leur permet, même s'ils ne travaillent pas, de venir à une sortie du printemps. Et pour nous, c'est l'avant-saison. Voilà. C'est le moment où tout le monde se retrouve, tout le monde a l'occasion d'échanger, de savoir ce qui a pu se passer auparavant. Et pour nous, c'est une phase de préparation, bien que ça reste des moments de convivialité. Et ensuite, je dirais qu'en tant qu'employeur, là où nous aussi on intervient, et on va intervenir sur la communication, c'est-à-dire avant même la reprise, on va les inviter plus d'un mois à l'avance pour leur communiquer comment va se dérouler la future saison. C'est-à-dire les changements, ce qui a pu évoluer, les horaires, et puis à chaque fin de saison, on les écoute énormément pour savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et ce qui nous permet en quelques mois de voir ce sur quoi nous avons pu nous améliorer et ce que nous allons changer. Et donc on communique tous ces éléments-là également, ce qu'on appelle tout simplement une réunion de pré-saison, de façon à les remettre dans le bain et puis aussi à les rappeler et les ramener à nous et les préparer à ce qui va se passer par la suite. Voilà. D'accord. Donc là, je dirais, quand je disais tout à l'heure qu'on se focalise par rapport aux collaborateurs, là c'est créer le lien avec les saisonniers qui sont habitués, mais c'est aussi comment faire venir les personnes qui nous manquent, puisque bien qu'on en ait plus de 170 qui reviennent chaque année, il nous en manque 80, 90, ça dépend des années. Et donc là, c'est de recruter. Alors recruter, comme beaucoup d'entreprises, oui, on a des difficultés. En plus, on est situé sur Quiberon, donc c'est pas forcément notre faveur, sur des emplois saisonniers. Donc bien à nous aussi de voir ce qu'on peut faire. Et là, je dirais que là aussi, ça va être l'humain, c'est-à-dire qu'on va énormément communiquer. Donc on va procéder à des réunions d'information collective où on va être le plus transparent sur l'entreprise, sur les postes que nous avons pour voir, le salaire bien entendu, mais surtout aussi sur nos aléas et nos contraintes. C'est-à-dire qu'on leur explique tout. Voilà. Quand ils viennent chez nous, ils viennent en connaissance de cause et ils ont conscience de ce que l'entreprise est en mesure de faire ou ne pas faire. Donc c'est un jeu de transparence. Et par la suite, nous allons beaucoup travailler avec eux, c'est-à-dire qu'en fonction de tous les postes que nous avons à disposition, on va, au cours des différents entretiens qu'ils vont pouvoir avoir, s'adapter à leurs contraintes également. Je résumerai tout ça en disant que dans un cadre, on fait preuve de souplesse. C'est-à-dire que voilà, on a des postes, on a des horaires, on a des ateliers différents. Et bien, ça va être de savoir par rapport à eux leurs contraintes de garde d'enfants, handicap, etc. Eh bien, c'est nous en interne de se poser la question de savoir quel sera le poste qui leur sera adapté pour que ça fonctionne entre nous pour toute cette saison. D'accord. Voilà. Alors, du coup, moi, ça me fait me poser une question, parce qu'effectivement, vous énoncez des difficultés de recrutement, avec une saisonnalité très forte, et donc des besoins en main-d'œuvre aussi qui sont très importants. Et tu précisais tout à l'heure, Sophie, en fait, le tonnage, des fois, avoir un peu la main lourde sur le tonnage. Si je comprends bien, ça marche bien quand il y a du poisson. Quand il n'y en a pas, vous faites quoi? Alors, ça nous arrive régulièrement. Ah oui, parce que du coup, si vous avez des problèmes de recrutement... Parce que quand il n'y en a pas, ça veut dire qu'il y a 200 personnes qu'il faut qu'on prévienne, de leur dire de ne pas venir. Donc en fait, comment ça se passe, c'est qu'on est branché sur la météo de mai à novembre. Mais quand je dis branché, c'est branché. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement Laurent Cabrol. C'est tous les sites, Windsurf, Windguru, tout ce qu'on veut, la météo marine. Et on passe notre temps à regarder si les bateaux vont sortir, pas sortir. On est en contact en permanence par téléphone portable avec les pêcheurs. Et donc ça, on le communique aux gens. C'est-à-dire que la responsable de production, Catherine et moi-même, on passe du temps dans l'usine à communiquer aux gens. C'est-à-dire que plus vous communiquez aux gens, plus vous leur expliquez la situation, et mieux ils comprennent. Et il ne faut pas oublier d'une chose, c'est que moi j'ai constaté dans mes expériences précédentes que des fois, parce qu'on est en usine, parce que ce sont des opérateurs, on a tendance des fois à infantiliser les gens. On oublie qu'ils ont aussi une famille, qui gère aussi un budget, qui gère des enfants. Et donc nous, on fait tout l'inverse. On ne les infantilise pas du tout. Chacun est responsable et chacun a sa mission. Et on les informe en permanence de ce qui se passe. Donc quand le jeudi, il y a une tempête qui commence à arriver et qu'on n'est pas sûr que le week-end va bien se passer, ils le savent. Je leur dis, gardez vos téléphones portables près de vous parce que lundi à 5h du matin, on risque de vous appeler pour vous dire qu'il n'y a pas de poisson. Donc ça s'organise. Mais c'est un travail de tous les jours et c'est une communication de tous les jours. Et c'est vraiment important de ne pas mentir aux gens et de bien leur expliquer la situation. D'accord. Donc c'est ce qu'on fait en permanence. D'accord. Et tout le monde accepte finalement ces difficultés qui peuvent être liées justement à des horaires différents de travail qui peuvent survenir d'une journée à l'autre suivant justement l'arrivée des poissons?
Alors oui, parce que comme le dit Claudie, c'est expliqué en amont, c'est-à-dire qu'il y a des réunions d'information collective, ensuite on fait la réunion de pré-saison, donc on explique toutes ces contraintes, et puis on explique surtout aussi que on travaille du poisson frais et qu'on a une éthique, donc on ne jette pas du poisson, et deux, on ne va pas venir travailler s'il n'y a pas de poisson. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise beaucoup la modulation. Donc les contrats saisonniers, normalement, ils sont payés aux heures réelles, c'est-à-dire en fin de mois, on paye les heures réelles. Nous, on n'a pas fait ça. Ce qui nous impose, nous, en tant qu'entreprise, une énorme contrainte, c'est que tous les mois, ils ont le même salaire et on régularise à la fin de la saison. C'est très dangereux pour l'entreprise parce que ça veut dire qu'il faut qu'on s'assure, quoi qu'il arrive, qu'ils terminent avec des compteurs à 0 ou positifs en fin de saison et surtout pas avec des compteurs négatifs. Donc c'est ce qu'on appelle notre casse-tête chinois en permanence et on jongle en permanence avec ça. C'est pour ça qu'il y a des fois, quand il y a du poisson, on va faire des journées de 10 heures pour faire monter les compteurs et puis que le jour où il n'y a pas de poisson, ça leur permet de prendre sur leur compteur de modulation. Donc on joue avec ça. Ce qu'on joue aussi, c'est qu'on s'adapte. Donc des fois, j'ai l'acheteur qui me dit bon, il n'y a pas de sardines, il y a de l'anchois. Est-ce que tu es d'accord pour faire de l'anchois? Bon, ça fait déjà 2 jours qu'on n'a pas de poisson. Ok, on va faire de l'anchois. Donc on adapte aussi la production et on se débrouille avec les commerciaux. Comme ils sont dans la même boîte que nous, on est tous sur le même bateau, donc on rame tous dans le même sens. Et du coup, on s'organise et on va fabriquer un autre produit. D'accord. Et donc, on entend effectivement le management de proximité, le fait de placer l'humain au centre des préoccupations. Ce sont des thèmes qui sont aussi courants en ce moment. C'est de l'actualité aussi, le management des changements d'environnement. Comment est-ce que vous faites concrètement pour faire ça? Comment est-ce que concrètement vous mettez les personnes au cœur de votre entreprise et vous en faites le cœur de votre organisation? Ça se passe comment en pratique? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est réussir tout le temps à répondre à 2 enjeux. C'est faire la production dont on a besoin pendant le temps qui nous est imparti, mais aussi c'est de travailler sur le collaborateur par la suite. Donc c'est toute une série de dispositifs. On parlait de la modulation. Pourquoi est-ce qu'on parle de modulation? C'est parce que l'entreprise a besoin de produire donc, le tonnage nécessaire pendant toute la saison. Et notre activité étant très aléatoire, ça peut générer une crainte pour notre collaborateur. Ce sur quoi on va s'assurer, c'est de le rassurer. Donc on communique beaucoup, on communique comment? Par le biais de nos managers, et puis ensuite, c'est à nous de trouver une façon de le rassurer avec tous les dispositifs qui peuvent exister. Donc là, on parlait tout à l'heure de faire de la modulation. Un contrat saisonnier, tout le monde le sait, en fait, si on ne travaille que 70 heures pendant un mois, ils sont payés que 70 heures. S'ils travaillent 120 heures, ça serait 120 heures. C'est beaucoup trop aléatoire. Donc on fluctue et on s'adapte en permanence. Et toujours dans le cadre légal, on va aussi essayer de trouver des manières de faire pour que ça n'impacte pas leur salaire pendant la saison. Donc c'est un suivi, je dirais, au quotidien, c'est un suivi à la semaine, c'est un suivi au mois, de façon à la fois produire, gérer notre collaborateur, et donc le tout c'est un échange entre la production, les managers et les ressources humaines pour toujours trouver les meilleures solutions, mais des solutions les plus simples et pratiques. Parfait. Donc si on revient un petit peu sur la place qui est donnée aux collaborateurs, on voit effectivement que c'est quelque chose d'extrêmement important. Le collaborateur est vraiment au centre, en tout cas, de la production et donc la place que vous lui donnez, en fait, concrètement dans l'organisation. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus sur les spécificités que vous avez à la Belle-Île-Ouest? Oui, alors déjà, ce qui est important, c'est qu'on responsabilise les gens. Donc les gens, quel que soit le poste qu'ils occupent, ils sont responsables de ce qu'ils font. Et aussi, ils en sont fiers. C'est-à-dire que quand on fait des visites d'usine, par exemple, on laisse les opérateurs montrer comment on étripe une sardine, comment on la met en boîte. Donc c'est eux qui vont montrer. Il y en a dans la salle qui ont pu d'ailleurs visiter et qui ont des fois qui ont même fait leur propre boîte. Ensuite, on a mis en place un système d'amélioration permanente. Alors, il y en a qui vont utiliser le terme de lean management, ce que j'utilisais avant quand je travaillais dans une grosse boîte américaine. Quand vous arrivez dans une petite PME française, quiberonnaise, vous utilisez le terme d'amélioration permanente, c'est mieux. Et donc, on a mis en place tout un tas d'outils. Donc, on a un système opérationnel qui fait que tous les matins, chaque responsable d'atelier va faire le brief. Ça dure 5 minutes, mais c'est-à-dire que tous les matins, on aligne les gens sur qu'est-ce qu'on a à faire, quel produit, quelle cadence, quel niveau de qualité on veut, l'horaire de démarrage, l'horaire de fin. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que 2 heures après avoir démarré, on reconvoque les gens, donc on arrête les lignes, et puis on dit « Ok, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes dans les clous? Est-ce que vous avez des problèmes ?» Et ce sont les gens eux-mêmes des lignes qui nous disent « Bah oui, là il y a un truc qui ne marche pas, là j'ai ma ligne qui ne marche pas bien. » Et là, les services support vont venir les aider. La maintenance, l'hygiène, sécurité, environnement, la qualité.
Et là, on va leur apporter du support pour qu'on puisse faire en sorte que ça fonctionne. Parce qu'à la fin de la journée, quand on constate qu'on a une journée pourrie, on ne peut plus rien faire, on ne peut pas revenir en arrière, on n'a pas ce pouvoir-là. Et personne n'est content quand on a fait une mauvaise journée. Alors qu'au bout de 2 heures, on peut sentir la température et on peut voir et on peut réorganiser les choses. Et ça, on le fait avec eux. Et puis, tous les matins, pareil, à 9h, on fait le point 24. Donc à 9h, là, c'est les managers qui se réunissent et puis qui se disent, OK, les dernières 24 heures, c'était ça, les prochaines 24 heures, c'est comme ça. Et ça, c'est un rituel qu'on a tout le temps. Donc on est en permanence en communication et en proximité avec les gens, tout le temps. Quelque chose aussi qui est très important, c'est qu'on se tutoie et on s'appelle par nos prénoms. Donc moi, je tutoie les opérateurs me tutoient et m'appellent par mon prénom. Bon, certains, ils aiment bien m'appeler Madame la directrice juste pour m'embêter, mais c'est un petit jeu, du coup, je les appelle Monsieur le Président. Mais concrètement, voilà, tout le monde se tutoie et tout le monde s'aborde de façon très facile. Et les portes sont ouvertes, les bureaux sont ouverts, enfin, c'est des petits open space, mini open space. Et donc les gens, s'ils ont besoin de venir me voir ou de venir voir Claudie, ils peuvent venir frapper à notre porte. Voilà. Donc les managers sont présents et ouverts. Ce qu'on a testé aussi, c'est qu'on a fait des groupes de travail autonomes, où donc on a dit, ben voilà, il y a des problématiques de conditions de travail, de productivité, de qualité, de sécurité. Et donc on a créé l'année dernière, pour la première fois, des groupes autonomes. Donc des gens, des opérateurs, des conducteurs de ligne, des chefs d'équipe, mais aussi des gens des services support. Et puis et on leur a dit, voilà, quels sont les sujets que vous voulez traiter. On a laissé carte blanche et on a été énormément surpris de ce que les gens pouvaient produire eux-mêmes. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas de cadre, hein, pas de manager, ils se sont gérés eux-mêmes. On était là pour les aider. Donc ils ont fait leur réunion, ils ont vu avec leur chef d'équipe quand ils avaient besoin de se libérer du temps dans la journée, parce qu'ils sont sur ligne, hein, ils sont à poste, pour pouvoir travailler ensemble. Et ça a donné quelque chose d'extraordinaire, parce que du coup, ils ont mis des outils eux-mêmes en place, ils ont mis des procédures eux-mêmes en place, un truc tout couillon, hein, mais quand on fait une procédure d'escalade de problèmes, nous, les cadres, ceux qui utilisent cet espace-là, en fait, soi-disant, on commence toujours par le haut. Voilà, j'ai un problème, et puis on fait un logigramme par le haut, comme ça, et puis on descend en disant, voilà la solution. Et eux, quand ils ont fait leur logigramme, bah, ils ont commencé par le bas. Donc sur leur feuille 4, en fait, c'est j'ai un problème, et puis je le remonte. Bah oui, effectivement, quand on dit l'escalade de problème, en escalade, on monte, on ne descend pas. Donc la procédure que nous, on avait mis en place, ils ne l'utilisaient pas. La procédure qu'eux ont mis en place, c'est la même que la nôtre, et dans l'autre sens, et du coup, ils l'utilisent. On leur avait mis un trombinoscope et ainsi de suite, sauf qu'ils s'en foutaient, parce que le trombinoscope, ça ne leur disait pas qui c'était et qui ce qu'ils faisaient, donc ils ont fait leur propre trombinoscope. Du coup, qu'ils maintiennent à jour eux-mêmes. Parce qu'on a dit, OK, mais on ne va pas maintenir de choses. Donc, ils maintiennent à jour leur trombinoscope et quand les gens changent, bah, ils inversent les choses. D'accord. Donc, on met plein de choses comme ça en place. On donne la main. On leur donne des budgets. Donc, ils ont des budgets pour faire l'amélioration continue. On leur dit, voilà, ça, c'est votre budget. Vous avez tant, débrouillez-vous. Alors, c'est rigolo parce que la première année où on l'a fait, ils n'ont rien dépensé. On va dire, vous avez 15 000 €, ils n'ont rien dépensé. Parce qu'à chaque fois, ils se disaient, bon, non, on va peut-être pouvoir faire mieux, peut-être pouvoir faire mieux. Donc les gens se disent, ah, mais donnez un budget à des opérateurs, mais ça va pas à la tête. Ah, pourquoi? Comment ils font à la maison? Et en fait, on leur donne les sous, on leur dit, bah voilà, t'as le chéquier, et puis tu fais ce que tu veux. Ils dépensent jamais tout l'argent. On est obligé de les mettre en banque. C'est quand même dramatique. Alors, du coup, la question pour conclure aussi sur le sujet, ce que vous avez pu mettre en place, quelles limites vous pouvez observer à ce mode de fonctionnement, à cette organisation que vous avez pu mettre en place, à cette responsabilisation et vraiment à cette prise en compte en fait, de la vie de chacun, surtout des collaborateurs qui sont les premiers concernés par leur travail et qui sont les plus compétents pour pouvoir le faire. Quelles limites vous avez pu constater à ça? Une des limites qui peut arriver, c'est qu'il ne faut pas croire que parce qu'on donne la place aux collaborateurs, qu'ils ont des budgets qui sont assez libres, que c'est les mondes des bisounours. Et aujourd'hui, il ne faut pas rêver, hein, c'est-à-dire qu'autant on valorise les gens quand ça se passe bien, parce qu'en France, on a quand même du mal à dire quand c'est bien, nous on le fait, on s'oblige à le faire, et aujourd'hui c'est devenu un automatisme. Par contre, les gens qui ne jouent pas le jeu, on sanctionne. Et il y en a qui ne jouent pas le jeu. Il y en a qui se disent youplali, youplala, Quiberon, c'est Ibiza en été, c'est génial. Ben non, c'est pas Ibiza. Donc on est quand même là pour travailler, il y a des volumes à faire, enfin voilà, on n'est pas... même les petits-enfants disaient, hein, on est quand même là pour gagner de l'argent. Donc l'entreprise aussi est là pour gagner de l'argent. Et si l'entreprise ne gagne pas d'argent, elle ne peut pas réinvestir. Si elle ne peut pas réinvestir, elle meurt. Et si elle meurt, c'est 600 emplois qui sont terminés. Donc oui, on valorise. Oui, on met le collaborateur au centre. Mais on sanctionne aussi quand les gens ne jouent pas le jeu ou quand il y a des dérives. Donc on fait les deux.
D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous pour votre témoignage. Est-ce qu'éventuellement le public a des questions? Bon. Ah, si, je veux une jeune fille qui a levé la main. Une question perdue? Oui, si, il y a une jeune fille. Au service ressources humaines. Donc en fait, il faut savoir que là, on parle de l'industrie, on se focalise sur la saisonnalité donc de notre site industriel qui est situé à Quiberon. Mais tout à l'heure, dans la description, on vous a dit on passait de 300 à 600. Parce qu'en parallèle, on est aussi distributeur. Donc on a 75 magasins implantés dans toute la France qui, quant à eux, ont aussi une saisonnalité, puisqu'on est essentiellement implanté en bord de mer. Donc au niveau ressources humaines, notre principale préoccupation, c'est de gérer les entrées, les sorties, donc les contrats et toutes les formalités qui y sont liées. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, on a aussi cherché des subtilités pour, tout en répondant au droit du travail, essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait favoriser, je dirais, l'emploi et la rémunération de nos collaborateurs. Et donc pour gérer tout ça, nous sommes 7, moi inclus, sachant qu'on a des personnes par secteur d'activité, et puis des personnes qui sont dédiées donc, au développement des ressources humaines, et des personnes qui sont plus dédiées sur la partie paye et gestion administration du personnel. Tout est géré en interne, on n'a absolument pas recours à l'intérim. Donc on recrute par nos propres moyens et on gère ensuite par nos propres moyens. D'accord. Ok. Bien. Parfait. Merci à vous. Merci pour votre intervention. Merci de votre témoignage. Bon, parfait. On va du coup accueillir maintenant Monsieur Coatic de la société Bretim. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Tenez. Merci. Bonsoir. Donc, Yann, merci beaucoup à toi de t'être rendu disponible pour pouvoir nous faire un retour d'expérience et pour pouvoir échanger autour de ton témoignage. Donc, comme le mentionnait ma collègue et lors de nos échanges avec Sophie Matisse et Claudie Jean précédemment, on se questionnait en fait sur les nouveaux modes d'organisation qu'on peut observer dans les entreprises, ce qui est possible et quelles en sont les limites. Et donc, toi, Yann, tu es dirigeant de la société Bretim. Bretim, c'est une société qui est spécialisée dans les process liquides, dans le secteur de l'agroalimentaire notamment, qui compte aujourd'hui une 50aine de salariés. Et donc vous êtes basé entre Beau et Pontivy. C'est ça. Et donc toi, en tant que dirigeant, est-ce que, dans un premier temps, déjà, tu peux nous présenter ton activité? Donc l'activité de Bretim, c'est développer des solutions techniques. Déjà, on dépend de la métallurgie. On travaille principalement dans le domaine de l'agroalimentaire, ça représente 80-90% de notre chiffre d'affaires, et ce qui implique qu'on a une population de gens de chantier et une population sédentaire. Donc on vend des solutions techniques pour transformer les liquides alimentaires, donc principalement le lait. On travaille beaucoup dans les produits laitiers, de la réception du lait en usine jusqu'à l'entrée des conditionneuses. Ça représente, on est une 50aine de salariés, avec un volume d'intérim et des fois on fait intervenir de la main-d'œuvre étrangère. Donc une des spécificités un petit peu de ce travail, c'est qu'on a un monde sédentaire, un monde de chantier et un monde d'atelier, avec les différentes spécificités qu'on peut rencontrer. Les gens de chantier travaillent sur 4 jours. Ça me fait penser à ce qu'on disait juste avant à propos de la notion de souplesse à avoir sur ce type d'activité. D'accord. Donc solutions techniques, on développe en interne, on a un bureau d'études, on préfabrique les nœuds techniques en atelier et en parallèle on a des équipes de montage sur site qui vont réceptionner le matériel qui a été préfabriqué et ils vont faire l'assemblage. Donc ça c'est le cœur de métier de Bretim. On est 2 associés à s'occuper de l'entreprise. Et voilà, principalement le domaine. Donc ça a été créé en 91, on travaillait dans le domaine de la sous-traitance pour la tuyauterie, principalement. On n'était pas du tout dans le domaine des procédés. En 98, on a créé un bureau d'études, on a commencé à développer des solutions techniques pour le domaine du sang, le sang d'abattage, porc et bovin, ce qui représente quand même un certain volume quand même par semaine. Ça fait 1 500 000 litres, pour vous donner un ordre d'idée, de litres de sang qui sont collectés et transformés tous les semaines. C'est pas toujours évident à voir.
Donc, suite à ça, on a racheté à 3 l'entreprise en 2004. En 2006, on s'est retrouvé à 2. Et en 2006, on a décidé de supprimer toute la sous-traitance pour partir sur le domaine plus de développement de solutions techniques, ce qu'on fait aujourd'hui. Et de là, on a remis à plat tout le système de l'entreprise, à la fois en termes d'administration, d'administratif, et en termes de gestion de chantier. Donc, on a intégré les ressources humaines en 2005, en temps partagé, via le groupement d'employeurs de Tisserand. D'ailleurs, j'ai cru voir Philippe qui est par là, Philippe Victoria. Ça a été une solution adaptée dans la mesure où on était une petite entreprise. On représente, à l'époque, on était 19 salariés pour 3 millions de chiffres d'affaires. Donc intégrer les ressources humaines via le temps partagé était vraiment adapté. Et ça a permis déjà de remettre à plat tout ce qui était, en premier lieu, vraiment le côté administratif, le côté légal. Il n'y avait pas de contrat de travail, il n'y avait pas de fiche de poste, il n'y avait pas d'entretien individuel. Donc le premier travail qui a été fait, ça a été de mettre ça en place, de façon à mettre en place un aspect légal dans l'entreprise. En parallèle de ça, on a décidé de créer des plans stratégiques. Donc on a commencé en 2007, on est parti sur des plans stratégiques de 3 ans. Donc on a fait 2007-2010, 2010-2013. Sur ces 2 plans stratégiques où il y avait beaucoup d'aspects techniques, on a vu tout de suite l'effet sur l'entreprise en termes de rendement et en termes de qualité de production, puisque quand on part de plutôt bas, on voit tout de suite les effets. Suite au 2e plan stratégique, ce qu'on a aperçu, ce qu'on a vu, c'est qu'on progressait beaucoup moins vite en termes de qualité et en termes d'efficacité, et tout simplement par rapport au fait que l'humain était moins présent, et souvent l'humain était l'effet qui faisait ralentir le système, c'est-à-dire qu'un service ou un groupe de personnes qui n'étaient pas dans la boucle du reste de l'entreprise faisait que ça ralentissait tout le monde. Donc la question a été de savoir comment on pouvait faire pour sensibiliser les personnes dans l'entreprise pour se rendre compte de l'effet qu'elles pouvaient avoir sur l'autre et surtout créer une dynamique pour que tout le monde se sensibilise et finalement mutualise les efforts pour que tout le monde avance dans le même sens. Donc 2013-2016, on a décidé de mettre en place des groupes de travail avec l'ensemble des salariés. On a proposé à qui voulait d'intégrer des groupes de travail qui collaient au plan stratégique. C'est-à-dire que chaque sujet lié à l'entreprise a été ouvert. On a expliqué ce que était l'entreprise parce que, à notre grande surprise, beaucoup de gens ne savaient pas ce que c'était une entreprise, en tout cas les rouages administratifs et de chantier. Il y avait toujours un peu un cloisonnement entre l'administration et les gens de chantier, c'est-à-dire eux ils ne travaillent pas, nous on ne travaille pas, enfin c'est toujours un discours qui revient régulièrement. Donc là on a donné les dossiers, on a dit voilà c'est ouvert, qui veut rentre dans chaque groupe. Dans l'ensemble on a eu à peu près 80% de personnes qui se sont mobilisées pour intégrer ces groupes de travail, et le premier effet qu'on a vu c'est la découverte, ils ont découvert ce que faisait l'autre. Chose qui peut paraître évident quand nous on se positionne du côté employeur, finalement eux ne se rendaient pas forcément compte des contraintes de travail du quotidien, par exemple du comptable, de la secrétaire tout simplement, ou même des gens de bureau d'études, et vice-versa pour les gens de chantier. Donc de là, on a eu un premier effet où la communication et la sensibilisation par rapport à ça a fait que ça a été plus linéaire, plus progressif, le fonctionnement des chantiers, des dossiers. Donc pour vous donner un ordre d'idée, en 2007, on faisait 4 millions de chiffres d'euros, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est à 10 millions de chiffres d'affaires et on a progressé de quasiment 1 million, voire 2 millions tous les ans. L'effet de mutualiser et de mettre en commun finalement ces dossiers-là a permis déjà d'apporter des nouvelles solutions, d'avoir un regard neuf, c'est-à-dire qu'on a aussi bien retrouvé les gens de chantier et les gens de l'administration ensemble. Ils n'ont pas forcément la même vision, pas forcément le même côté terre-à-terre qu'une personne de chantier, qui va être vraiment sur le côté faut faire et il faut obtenir un résultat, chose qu'on ne retrouve pas forcément au niveau administratif. De là, fin 2013, si je ne dis pas de bêtises, 2016, on a reconduit des groupes de travail avec
Une petite différence où là, on a demandé à ce qu'il y ait plus de rythme dans les groupes. Parce que dans la mesure où on demande à ces personnes de venir en plus du travail quotidien de l'entreprise, on se rendait compte qu'ils avaient du mal à se mobiliser et à trouver du temps finalement pour animer les groupes. Donc du coup, on a essayé de voir pour modifier ça. On se rend compte que c'est la difficulté aujourd'hui qu'on a, même aujourd'hui, donc on est en 2018, on retrouve le même problème. Là, on a construit un bâtiment, donc tout le monde a participé pour la conception du bâtiment neuf, sauf que tous les restes des autres dossiers, finalement, sont restés en jachère, dans la mesure où il y a le quotidien des chantiers, le quotidien de l'administratif. En plus, il fallait travailler sur le bâtiment. Finalement, le côté plan stratégique n'a pas beaucoup évolué, un petit peu au niveau administratif. Mais donc aujourd'hui, le gros travail, la grosse difficulté qu'on a, c'est l'animation. Les personnes sont même très libres en termes de temps, puisque c'est du temps rémunéré forcément. Et ils font, c'est eux-mêmes qui organisent les réunions, qui les animent. Nous, on intervient en tant que conseil. Ils peuvent passer des commandes à d'autres groupes de travail de façon à avoir la compétence qui leur manque dans leur groupe. Et donc après, c'est du réseau entre eux pour faire fonctionner les choses. Maintenant, la difficulté, c'est le temps. L'entreprise, ça va vite. Et puis, il y a le quotidien qui est quand même une source de fatigue et de travail à remplir. D'accord. Donc si je comprends bien, je pense effectivement, tu as demandé à tes collaborateurs d'avoir une intervention en fait, au niveau du pilotage stratégique et d'eux-mêmes mettre en place des transformations et des évolutions. Et une limite, dans ce que j'ai compris, en fait, c'est que c'est une problématique de temps. Parce que cette activité-là, elle n'est pas dépendante d'un temps qui est extra-professionnel. Au contraire, elle est sur le temps de travail. Et la limite, c'est justement comment est-ce que tu organises ce temps de réflexion collectif-là pour organiser le reste de l'activité. Et tes salariés, dans l'histoire, eux, ils l'ont pris comment, ça? Comment est-ce qu'ils ont réagi quand tu as proposé La première question, c'est pourquoi je faisais ça. Quel était mon intérêt en tant que chef d'entreprise à les impliquer dans le système. Donc on leur a expliqué que finalement ils avaient une part de solution déjà par rapport à leur vision. Et on a toujours ouvert, on a toujours expliqué comment fonctionnait l'entreprise. On a essayé en tout cas, par rapport au chiffre d'affaires, les dépenses, ce qu'on faisait en interne, qui faisait quoi. Donc de là, quand on a ouvert cette solution-là, il y en a qui ont tout de suite été attirés, parce que ça les intéressait et puis c'était nouveau pour eux. Donc ils sont venus assez spontanément pour y participer. Et puis après, il y a une autre partie de la population qui est restée un peu en retrait. Et finalement, par émulation et puis par envie finalement de travailler en groupe, on rejoint le groupe et finalement, ils ont traité les sujets par affinité. C'est-à-dire que ceux qui étaient plus commerciaux sont allés vers des sujets en opposition avec leur cœur de métier. Et inversement, ceux qui étaient très techniques sont allés vers l'administratif. Et du coup, ça a permis de mélanger tout le monde et de créer du lien qu'on n'avait pas forcément avant. En tout cas, pas de cette façon-là. D'accord. Parfait. Parfait. Est-ce qu'un membre du public ou des personnes ont des questions? Oui. Il y a une question. Donc la partie bâtiment, on a fait deux grands groupes de travail, la partie administrative et la partie atelier. On a réussi un petit peu à mélanger tout le monde, mais c'était plus difficile dans la mesure où il y a l'atelier, par exemple, c'est un domaine vraiment technique. Donc là, ça a permis de rester très terre à terre en termes de conception. On a fait 2 cubes, on est resté sur une conception très simple. La partie administrative, par contre, là, tout le monde, quasiment tout le monde est intervenu pour donner ses souhaits en termes d'organisation des pièces au niveau géographique et en taille, et sur la façon dont ils voulaient collaborer les uns avec les autres. Donc la disposition des pièces, typiquement, on a retrouvé l'influence de tout le monde. Après, on a suivi les travaux en interne, on n'a pas fait appel à un cabinet d'ingénierie externe. Donc on a pris en main l'ensemble des intervenants et on les a accompagnés pour réaliser le bâtiment. Donc c'est une construction qui a été suivie par nous du début jusqu'à la fin. Et là, typiquement, effectivement, le fait d'avoir fait des groupes de travail a permis de faire ça, dans la mesure où ça représente une somme importante de temps et qui a été ventilée sur, on va dire, 3-4 personnes en interne dans l'entreprise.
Merci beaucoup. Votre Merci à intervention. vous. Bon, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais c'était très intéressant tout ça, Ben toutes oui. ces interventions. Oui, oui. Donc on va attaquer la dernière partie de la conférence. La dernière partie? Bah, C'est je fini crois, après? il me semble. Tiens, regarde qu'est-ce qu'ils en disent ici. Je crois. D'accord. Bah écoute, moi je me demande bien qui ça va être, parce qu'on a eu Clément Marinos au début qui nous a fait une introduction en vraiment explicitant le vaste du sujet, vraiment en ouvrant les chakras, si je peux me permettre. Ensuite, on a eu Laurent Hagenauer et Olivier Julien qui nous ont parlé en fait, des différents dispositifs qui étaient possibles de mettre en place dans les entreprises, les différents secteurs d'activité. On s'est posé la question de l'industriel. Tout à fait. On a eu des réponses. On a eu même 2 réponses différentes. La Belle-Illoise et Monsieur Coadic de la société Bretim. Donc là, tu vois, j'ai du mal à me dire qui est-ce qui pourrait intervenir encore. Je vois pas. Bah, Quentin, toi qui fais la sieste, t'es pas très perspicace. C'est facile ça. C'est super facile. Tu veux qu'on regarde ? Ouais, je veux quand même Allez. bien regarder, je suis curieux. Pour le final, on va accueillir du coup Monsieur Franck Eas, qui est enseignant-chercheur en droit à l'Université de Nantes. D'accord. Il arrive. Bonsoir Monsieur Eas, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Bonsoir. Alors, je crois que votre micro n'est pas allumé. Et voilà. Je disais bonsoir à tous. Alors, Monsieur Eas, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. Vous êtes spécialisé en droit du travail et en droit de la santé au travail. Donc, fort des interventions qu'on a pu voir précédemment, finalement, par rapport au droit, puisque votre intervention, justement, va porter surtout sur cette dimension loi, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à l'organisation du travail et finalement la mutation des organisations ? Alors, on va vous laisser la main. On va rejoindre le public et on va essayer. Je vous en prie, faites. Merci, vous avez une télécommande. Ok, merci. Heureusement que j'étais au courant, j'aurais pu me vexer que vous avez failli m'oublier, mais j'étais au courant, voilà, il n'y a pas de souci, Alors, on va faire un petit peu de droit. C'est vrai que sur ces questions de nouvelle organisation du travail, de cadre de travail renouvelé, d'entreprises agiles, souples, etc., le droit fait ou pas, d'ailleurs, pas forcément partie des premières réflexions ou le droit peut être une réflexion un petit peu éloignée, mais au regard de ce qui a déjà été dit, je trouve que quand même ces problématiques juridiques et ces questions de droit sont quand même toujours en filigrane. Alors, s'agissant de ces nouvelles organisations du travail, on m'a dit d'appuyer, très bien, ça marche. S'agissant de ces nouveaux cadres de travail, ces conditions de travail renouvelées, etc., d'un point de vue juridique, alors je ne sais pas si ça va vous surprendre ou vous décevoir, il n'y a aucune originalité. Le cadre juridique, il reste le même, les exigences d'un point de vue juridique restent les mêmes, que l'entreprise soit, quel que soit le secteur d'activité, industriel ou de service, et puis quel que soit le mode d'organisation, on va dire peut-être plus traditionnel, ou un mode d'organisation davantage renouvelé, davantage agile, etc. etc. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu à quoi le droit peut servir et quelles peuvent être sur ces questions d'organisation du travail, et de nouvelle organisation du travail, les apports du droit et les fonctions du droit. Alors de mon point de vue, pour faire simple, et je sais que j'ai un temps limité qui m'est imparti, le droit de ce point de vue-là présente trois fonctions. Une fonction de réglementation, une fonction de sanction et puis une fonction d'impulsion. Je vais vous présenter ces trois fonctions du droit dans un premier temps. Alors je dirais que la première fonction du droit du travail, en matière d'organisation du travail, en matière de cadre du travail, c'est de fixer la règle, c'est de normer, c'est de réglementer. Je pense qu'un certain nombre de personnes dans la salle voient ce à quoi je fais référence. C'est vrai qu'il existe un certain nombre de réglementations en matière de durée du travail, on en parlait tout à l'heure, en matière de délégation, en matière de négociation collective, etc. Voilà. Le droit pose des règles, il pose des normes. Il y a deux choses qui résultent de cette première fonction du droit, deux principes, je dirais. Le premier principe, c'est que sur ces questions d'organisation du travail, il y a un principe qui est intangible, c'est que l'organisation du travail, elle est d'abord du ressort de l'employeur, elle est d'abord du ressort du chef d'entreprise. C'est lui, de ce point de vue-là, l'acteur principal de l'organisation du travail, c'est lui qui exerce le pouvoir de direction, qui exerce la subordination et donc, en corollaire, qui a le pouvoir décisionnel. Donc il y a un niveau, on va dire,
jeu d'acteurs. D'abord, bien évidemment, c'est le chef d'entreprise. Premier principe. Il y a un deuxième principe qui est important au regard du droit et d'un point de vue du droit du travail sur ces questions d'organisation du travail. Et je dirais que ce n'est pas tant le droit français qui est complètement, de mon point de vue, explicite sur ces questions-là, mais c'est au regard plutôt des exigences du droit communautaire. Il y a une connexion qui est invariable, qui est intangible, qui est incontournable entre ces questions, ces logiques d'organisation du travail et des logiques de santé au travail. D'un point de vue juridique, ça c'est vraiment un principe de base. Qui dit organisation du travail dit logique de santé au travail, donc vous m'avez bien compris, de protection de la santé au travail. C'est quelque chose qui est rappelé dans le Code du travail, les principes généraux de prévention, etc. Mais voilà, il y a vraiment cette connexion entre la santé au travail et l'organisation du travail qui, d'un point de vue juridique, est important et je voulais le rappeler. Donc voilà pour la première fonction du droit du travail, poser la règle, ce qui permet de découvrir, on va dire, l'acteur principal en la matière, le chef d'entreprise. Pardon. Deuxième fonction du droit, la diapo est un peu reliée sur la gauche. Alors, le mot sanction, rétrospectivement, je me suis dit ce soir que c'était un terme peut-être un petit peu anxiogène, je m'en excuse. C'est l'idée de contrôle. C'est que cette organisation du travail, d'un point de vue juridique, elle est susceptible de contrôle. Alors, qui est susceptible de contrôler l'organisation du travail? Il y a un certain nombre d'acteurs dans l'entreprise et externes à l'entreprise. Mais je voudrais mettre le point sur quelque chose qui est important, c'est le rôle du juge en matière de contrôle de l'organisation du travail. Parce que là-dessus, on va dire depuis une dizaine d'années, la jurisprudence, la Cour de cassation développe une jurisprudence qui est claire, qui évolue, sur la prise en compte de toutes ces dimensions de l'organisation du travail. Alors il y a un premier temps, j'ai pris deux exemples ici, des jurisprudences sur les risques psychosociaux. On a vu en jurisprudence depuis à peu près une dizaine d'années un certain nombre d'entreprises qui ont donné lieu à un certain nombre de contentieux. Je pense à Areva, à la FNAC, à la Caisse d'épargne, à Snegma, etc., où sur des problématiques de risques psychosociaux, le juge s'est saisi de ces sujets-là et a appréhendé cette question des risques psychosociaux par le biais de l'organisation du travail qui était mise en place. Donc on a un contrôle par ce biais-là, qualitatif de l'organisation du travail qui est exercée par le juge. Alors le juge ne dit pas à chaque fois, c'est des organisations du travail que je sanctionne, pas du tout. Hein. Dans les contentieux que je vous ai cités, FNAC, Areva, etc., la Cour de cassation a estimé que l'employeur avait rempli son job et que l'organisation du travail ne posait pas de difficultés. Mais derrière ça, ce sur quoi j'insiste, c'est ce contrôle qualitatif de l'organisation du travail sous un angle d'attaque, on va dire, plus collectif. D'accord ? Ce contrôle organisationnel du cadre de travail, la sanction, vous avez parcouru la diapo sur une jurisprudence récente, c'est le manquement à l'obligation de sécurité. Ça, c'est un premier temps. Et puis, il y a un deuxième temps, c'est mon deuxième exemple, où là, ça mériterait peut-être une analyse peut-être un petit peu plus fine, mais néanmoins, c'est quelque chose qui me semble nouveau, en jurisprudence, c'est d'une appréciation, on va dire, collective de l'organisation du travail. La Cour de cassation accède aussi à un examen beaucoup plus fin, beaucoup plus individualisé du cadre de travail, de l'organisation du travail, et pour ce faire par le biais du management. L'organisation du travail, portée, on va dire, par des managers, par des cadres, etc., c'est d'une certaine manière le fer de lance de l'organisation du travail. Et la Cour de cassation, qui contrôle, vous l'avez déjà compris, collectivement ces questions d'organisation du travail, elle a donné des signaux très très forts en 2017, vous avez quelques arrêts que je vous ai mis sur la diapo, sur un examen individualisé du management et donc de l'organisation du travail. Donc c'est cet aspect individuel qui est nouveau en jurisprudence, avec cette idée que le management est apprécié en tant que levier de l'organisation du travail d'un point de vue individuel. Et qu'un mauvais management, alors bien évidemment c'est du contentieux, donc ce sont des hypothèses où ça ne se passe pas bien, on est bien d'accord, hein, c'est pas l'image de toutes les entreprises bien évidemment, mais le juriste a toujours un regard biaisé, qui dit contentieux dit situation problématique, je m'en excuse mais c'est comme ça. Le mauvais management,
ça peut être un motif de licenciement. D'accord ? Ça, c'est le premier arrêt. Deuxième arrêt, je vous l'ai mis, là, celui du mars 2017. Nous sommes accueillis par des étudiants en RH, etc. Ça, c'est un exemple dans lequel, où là encore, la DRH a été licenciée, je ne crois pas pour faute grave, mais au regard du fait qu'elle n'a pas mis en place des leviers de protection, des dispositifs pour limiter le management complètement agressif de la part de son directeur, auquel elle n'avait pas participé. Ce n'est pas elle directement qui avait fait le management délétère. Mais ce qu'on lui reproche, c'est en sa qualité de DRH, elle aurait dû intervenir, elle avait des leviers d'action, elle ne l'a pas fait. Donc vous voyez là encore ce lien individuel, organisation du travail, et puis au regard de la fonction particulière de la DRH. Le dernier exemple, il est un petit peu curieux, parce que, voilà, là encore, c'est un directeur de magasin, je crois, qui développe un management très, 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 très agressif. Mais on n'est pas sur le plan disciplinaire, on est sur le plan de l'incompétence, puisque son management complètement défaillant, et oui, je l'ai mis entre guillemets, est considéré comme une insuffisance managériale. Alors lui, il a essayé de contrecarrer un petit peu le motif de licenciement en disant « mais au regard de ce qu'on me reproche, on est sur le terrain disciplinaire ». Or, l'employeur, il n'a pas mis en place de procédures disciplinaires, etc. Donc tout tombe et puis mon licenciement est injustifié. Non, dit la Cour de cassation. Peu importe, ça c'est le choix de l'employeur. Il n'a pas été sur le terrain disciplinaire. Par contre, il vous reproche votre incompétence. Et là encore, on est dans la même logique. C'est une appréciation individuelle du management. Donc la contribution de l'intéressé à l'organisation du travail qui est considérée comme une insuffisance professionnelle. Il me reste un petit peu de temps. Non, je vois que la planche va s'afficher. Troisième fonction, l'impulsion. Juste pour être plus positif. Le droit n'est pas forcément toujours où on l'attend, et en effet, on a quelques expériences d'observation d'un point de vue juridique où le droit peut être amené aussi à poser un cadre juridique pour lequel les acteurs dans l'entreprise, et il y en a un dont on n'a pas beaucoup parlé ce soir, ce sont les représentants du personnel, peuvent aussi se saisir de ces questions-là. Et des sujets de négociation collective, de dialogue social, peuvent être aussi dans l'entreprise des occasions qui sont saisies pour faire évoluer l'organisation du travail. Ça, c'est quelque chose qui est établi parce qu'on l'a vu sur les négociations en matière de pénibilité, de risques psychosociaux, aujourd'hui de QVT ou de protection sociale complémentaire, à venir très probablement, mais les textes sont là. On a des objets de négociation collective qui sont ciblés, vous voyez les 4 thèmes que j'ai précisés, mais dans certaines entreprises ou dans certaines branches, on voit que sur ces sujets-là, c'est l'occasion pour les partenaires sociaux de se saisir de ces objets de négociation collective et d'aller bien au-delà de ce à quoi la loi les oblige sur le terrain de la négociation collective. Vous voyez, la négociation collective est presque prise comme un prétexte à aller beaucoup plus loin dans des organisations du travail. Et donc là, j'ai mis quelques exemples parce qu'on voit que, notamment sur les accords QVT, je suis allé jeter un coup d'œil il y a beaucoup d'accords QVT qui sont conclus actuellement. On voit se mettre en place des modes d'organisation enfin des dispositifs d'organisation du travail qui touchent à la formation, à la communication, à la déconnexion, à la prévoyance, etc. On a des dispositions complètement originales également. On en a parlé tout à l'heure sur le développement personnel, sur la mise en place de divertissement au travail, de salles de sieste, de petits déjeuners quotidiens. J'ai trouvé ça dans un accord d'entreprise QVT également. Tous les matins, il y a possibilité pour les salariés de déjeuner dans l'entreprise. Et puis, on a aussi la mise en place d'actions beaucoup plus originales où on dépasse complètement, je répète, ça ce sont des accords QVT ou pénibilité, on dépasse complètement le cadre initial de négociation. Et puis, on a des dispositions qui concernent, dans une logique santé au travail, l'hygiène de vie, l'alimentation, la gestion du sommeil, de la sophrologie, la lutte contre les incivilités, la mise en place de groupes de travail, etc. etc. Donc vous voyez, le droit n'est pas forcément sur ces questions d'organisation du travail là où on l'attend. Le droit n'est pas forcément que positionnement de normes, de contraintes, de sanctions et de contrôles. Mais ce droit, lorsqu'il est co-construit notamment, il peut être aussi à l'origine d'organisation du travail un peu plus souple, un peu plus avancée, complètement différente. Et de ce point de vue-là, je crois que la négociation collective peut aussi être un levier, on va dire un levier de développement, d'organisation du travail peut-être un petit peu plus souple dans les entreprises. Je vais m'arrêter là. Merci.
Merci beaucoup Franck pour ton intervention, c'était très éclairant. Avant que tu quittes l'estrade, peut-être le public a-t-il des questions à te poser à ce sujet? Oui, il y a une question sur le côté. Il a été question d'équité tout à l'heure. Souvent le droit intervient-il. Ça marche. Je n'ai pas entendu le mot équité tout à l'heure, donc je ne sais pas. Non, mais je ne me rappelle plus qu'est-ce qui a été évoqué. D'un point de vue d'organisation du travail et d'équité, moi, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Ce à quoi ça me fait penser, c'est peut-être cette co-construction du droit, cette association de l'ensemble des acteurs, ce partage du souci d'une bonne organisation du travail. Mais ce n'est pas une réponse juridique que je vous fais là. Mais peut-être que... Si, ça vous va? Ok. Bon, parfait. Merci beaucoup, Monsieur Egas, pour votre intervention. Bon, je sais pas ce que tu en as pensé, mais en plus avec une intervention comme ça, c'était génial la conférence. Ah ouais, mais on a eu des interventions vraiment super. Puis ça permet quand même d'ouvrir l'esprit sur d'autres formes de travail. Bon, j'étais pas tout à fait briefée là-dessus au départ, c'est sûr. Mais non, c'est vraiment intéressant. Les nouvelles relations de travail, les nouveaux modes d'organisation du travail qui en découlent, il y a quand même quelque chose à faire de ce côté-là. Donc non, très bien. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Effectivement, il y a des choses à faire, je pense. Et il y a des choses à imaginer et il y a très certainement des modes d'organisation à imaginer et à créer pour en fait s'adapter et créer des choses qui nous ressemblent. Et ça, qu'on soit du coup des salariés ou même du dirigeant. Ou même des dirigeants. Complètement. Ouais, je suis complètement d'accord. Est-ce que tu crois que l'illustration est finie? Ah, ça a l'air pas mal. Ça a l'air quand même bien avancé. Hein. On va voir? Ouais, on va voir. Allez. Rebonsoir. Rebonsoir. On arrive juste à clic. Parfait. C'est parfait. Le timing est bon. Alors, Teddy. On vous laisse la parole pour présenter du coup votre superbe. Parfait. Merci. Merci. Alors du coup, moi, je vais prendre simplement la parole en cette fin de conférence. Désolée, je suis encore un peu perdue dans mes pensées. Il y avait beaucoup de choses sur cette conférence et en fait, ce qui m'a surpris, c'est que sur des thèmes finalement assez différents, parce qu'on est parti un petit peu, donc toujours autour du fait que le travail change. Bon, on est parti vraiment sur cette première partie autour de finalement comment le numérique et l'arrivée de l'ordinateur et d'Internet et des smartphones, etc., fait évoluer le travail. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est, enfin, ce que j'ai noté ici, pour moi, ce symbole avec la flèche, ça veut dire changement. Et qu'en fait, ça induit un changement dans le rapport au temps, dans le rapport à l'espace, dans le rapport au territoire et du coup à la mobilité qui découle. Et finalement, moi, ce que j'ai un petit peu en conclusion, ce que j'ai noté à la fin, je ne vais pas tout vous décrire, mais voilà, l'image qui m'est venue, c'est en fait de ce petit bonhomme qui a plein de portes ouvertes autour de lui. Et finalement, qu'en tant que travailleur, ça ouvre énormément de portes et de façons différentes de travailler, à distance, le télétravail, le travail nomade, et puis ces trois tendances qui ont été décrites, de nouvelles façons de travailler en lien avec le numérique. Et puis on est resté dans ce thème-là. Après, j'ai l'impression sur comment finalement le numérique, ça modifie aussi l'organisation du travail. Donc avec les deux interventions qui ont permis de montrer qu'à la fois aussi c'était l'intérêt de l'entreprise en tant qu'avantage stratégique, et puis qu'en fait c'était intéressant de voir finalement comment ça c'est possible de le mettre en place en lien avec le collaborateur, comment est-ce qu'on s'y retrouve en tant que travailleur finalement dans sa personnalité, dans la recherche d'autonomie, dans l'équilibre, dans le cadre managérial qui est mis en place autour de ça. Et puis en fait, il y avait j'en viens du coup, pour moi, c'est vraiment ce deuxième élément. J'ai l'impression qu'il y a eu deux parties dans cette conférence, avec la partie finalement autour de finalement des nouvelles façons de travailler. C'est aussi réinterroger la place du collaborateur au sein de l'entreprise. Et donc finalement, j'ai l'impression que ça parlait pas mal de ça, finalement, de quels outils on se dote pour pouvoir, pour que tout le monde s'y retrouve et pour pouvoir adapter, personnaliser, être à l'écoute. Finalement, comment est-ce qu'on crée un management qui n'est plus descendant finalement, enfin, c'est pas ma spécialité, mais qui vient et qui est créé autour du collaborateur. Donc voilà, j'ai entendu parler de ça, de quelle nouvelle autonomie dans la stratégie on donne aussi aux collaborateurs. Et puis finalement, c'est vrai que c'est une conclusion intéressante, comment
le droit vient être impacté par ça, et puis aussi comment il peut être un levier pour justement aller co-construire des nouvelles façons d'organiser les choses. Donc moi, c'est un petit peu comme ça que j'ai vu cette conférence. Et ben voilà, j'ai l'impression que ça a ouvert plein de portes, mais je sens pas encore j'ai pas l'impression de sentir aujourd'hui une nouvelle façon de travailler qui émerge, mais plein de portes ouvertes, plein de façons différentes. Donc voilà, moi c'est mon regard que je livre là-dessus, c'est que finalement, de la façon dont on se réadapte et qu'on remet le collaborateur au centre, si on remet l'humain au centre, en fait, le travail il sera à l'image de chacun d'entre nous, donc très divers. Voilà, moi ce que j'en ai tiré. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre intervention et pour votre dessin, en tout cas qui est très représentatif de la conférence qu'on aura eue ce soir. Donc, à savoir qu'on retrouvera le dessin dans le hall, donc si vous avez besoin d'y jeter un œil, en tout cas, n'hésitez pas. Et puis, voilà, donc tu restes à leur disposition, bien sûr, pour répondre à toutes les questions.